jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonjour Marie-Pierre. Et Jim Jarassé pour Le Figaro. Bonjour Jim. Cette émission est bien sûr en direct, vous le savez, jusqu'à 13h. Vous pouvez envoyer vos questions, vos interpellations à être invités sur tous les réseaux sociaux. #Le Grand Jury. Alors Marion Maréchal, vous fûtes donc la plus jeune retraitée en politique, mais finalement cet éloignement n'a pas duré longtemps, tout juste 5 ans. Votre dernier grand jury, c'était en avril 2017. Vous voilà donc de retour sur le devant de la scène, mais pas là où on vous attendait forcément, auprès de votre tante Marine Le Pen, par esprit de famille, de filiation. Alors faut-il d'abord y lire un désir d'émancipation, d'affranchissement, pour tout dire, la volonté de couper le cordon ? Vous répondez, vous avez répondu par la négative. Si vous avez choisi de vous mettre au service d'Éric Zemmour, c'est d'abord, dites-vous, au nom d'une congruence, d'une proximité idéologique. Nous allons en parler dans cette émission. Mais d'abord, une question, Marion Maréchal. Éric Zemmour a fait beaucoup de déclarations polémiques, vous le savez, sur les femmes, dont celle-ci, je le cite, « Je n'ai jamais rencontré une femme plus intelligente que moi ». Alors, êtes-vous aussi à ses côtés pour tenter de le démentir ? Alors non, moi, comme je l'ai déjà exprimé, je ne suis pas une caution, je suis une femme, ça c'est indéniable, mais je ne viens pas en tant que femme pour parler aux femmes spécialement. J'ai jamais eu beaucoup d'appétence, vous savez, pour la politique catégorielle, donc je ne viens pas pour cela, je viens parce que j'ai trouvé en Éric Zemmour un homme qui a une vision, une cohérence, un courage intellectuel, qui je pense aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler, a des cartes en main que d'autres n'ont pas, et que je le crois capable non seulement d'arriver au second tour, mais de créer la surprise à l'occasion de ce second tour, et de recomposer la vie politique autour d'un pôle national, si je puis dire, dès les législatives. Et pour toutes ces raisons, j'ai décidé de le suivre dans cette aventure présidentielle. Adrien Jeanne. Comme vous le disiez à l'instant, vous êtes une femme, c'est un fait. Jusqu'ici, oui. Quoi qu'on peut en changer maintenant. Mais... vous ne vous a choqué, par exemple, quand il dit que les valeurs féminines peuvent parfois affaiblir la société par rapport aux valeurs viril, ça ne vous interpelle pas? Alors je vais vous dire, moi il y a assez peu de choses qui me choquent, ou alors il en faut beaucoup. Moi ce que je constate, et c'est d'ailleurs, ça fait partie des choses que je trouve intéressantes dans le parcours d'Éric Zemmour, c'est que ça n'est pas un homme politique comme un autre. C'est pas quelqu'un qui a fait carrière dans le monde politique, c'est d'abord un homme qui est un essayiste, un intellectuel, un écrivain, un analyste et un journaliste, qui pendant 30 ans a été sur les plateaux, et c'est un homme qui a le goût, j'ai envie de dire, du débat, de bousculer. Il s'est fait d'ailleurs longtemps diabolisé et marginalisé, y compris dans les médias, parce qu'il aimait mettre des sujets explosifs sur la table. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. Et donc moi, je comprends qu'aujourd'hui, on puisse s'attarder sur des propos qui ont été tenus il y a quelques années ou plus récemment, parce qu'il va au bout et il les assume. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a fait cette mue vers l'homme politique qu'il est aujourd'hui, qu'il n'est plus dans l'analyse, mais qu'il est dans la proposition. Et donc, c'est vrai que je prends tout dans ce personnage, et je prends aussi cette capacité intellectuelle qu'il a, justement, à ne pas se laisser enfermer dans le politiquement correct. Vous prenez tout, on va en parler, justement, de tous les propos polémiques qu'il a pu avoir. Une question d'une auditrice, Marie-Pierre. Oui, justement, vous avez dit que vous n'êtes pas une caution d'Éric Zemmour, mais lui, Éric Zemmour, dit qu'il n'est pas misogyne parce qu'il est entouré de vous et de Sarah Knafo. C'est les mots qu'il a employés. Et donc, Irène est assez choquée et veut savoir si vous, ça ne vous dérange pas quand il utilise ce genre d'argument pour mettre en avant votre soutien. Irène est choquée par pas grand-chose, excusez-moi. Mais en l'occurrence, moi, je vais vous dire tout simplement, je connais Éric Zemmour depuis... Le côté de dire je ne suis pas misogyne, je suis entourée de femmes. Je vais vous répondre. D'une certaine manière, il n'a pas totalement tort, parce que s'il était misogyne et qu'il considérait, comme certains le prétendent, que les femmes seraient inférieures aux hommes, il ne donnerait pas sa confiance à des femmes, il ne les mettrait pas en avant dans sa campagne, il n'affirmerait pas dès aujourd'hui, comme il l'a fait, notamment pour Marine Le Pen, tiens d'ailleurs, on en reparlera peut-être, qu'il les intégrerait dans son gouvernement. Donc c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a un problème de cohérence par rapport à ces attaques, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je connais Éric Zemmour depuis longtemps, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé depuis que j'ai été députée, et je n'ai jamais vu, je vous le dis, après c'est mon expérience personnelle, je n'ai jamais vu ce qu'on reproche à Éric Zemmour. Je ne l'ai jamais vu dans des postures ou des attitudes sexistes ou misogynes, ni à mon égard. Je n'ai jamais été témoin de ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je découvre, voilà. Tout ça. Mais je vous dis qu'il a fait des analyses sociologiques, il a fait des analyses sociales, il a fait des analyses sur des époques. Voilà. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je crois pas qu'il y ait de quoi être choqué.
et ce que je vois du parcours de l'homme, ce que je vois de ses choix politiques, me conforte qu'il n'a rien d'un misogyne et d'un sexiste, et pas plus d'ailleurs que dans son programme, où au contraire, il y a la volonté dans de nombreux domaines d'aider les femmes, de les accompagner dans leur carrière professionnelle, de les aider à pouvoir mener de front et leur vie professionnelle et leur vie de mère. Donc à partir de là, je ne vois pas où est la difficulté. Mais quand il dit l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir, les femmes vous allez me faire toute la litanie là, c'est vraiment intéressant. Vous dites c'est quand même, ce sont quand même. Vous savez que je suis pas l'avocate des livres d'Éric Zemmour. Moi, je veux bien vous en parler. Non, mais ce que vous avez dit tout à l'heure, j'assume tout. Non, mais je dis, j'apprécie le personnage, oui. Et je pense que ce tempérament intellectuel qui est le sien, qui a fait d'ailleurs qu'il a eu ce franc succès, disons-le honnêtement, à la fois dans ses livres et à la fois dans les audiences qu'il a pu faire, participe du personnage, et que c'est justement parce qu'il n'a pas peur d'aller sur des sujets explosifs et du politiquement correct qu'il est aujourd'hui, je crois, une alternative crédible à Emmanuel Macron. Justement, Éric Zemmour a eu aussi des propos controversés sur la question du handicap et des enfants handicapés. Vous étiez hier en déplacement à ses côtés. Éric Zemmour a été l'objet d'un jet d'œuf de la part d'un père d'un enfant handicapé. Est-ce que vous comprenez que ces propos aient pu heurter la sensibilité d'un père de famille ? En tout cas, ce que je constate, c'est qu'à l'issue de cet événement, Éric Zemmour non seulement n'a pas souhaité porter plainte et a même demandé à ce que cet homme puisse sortir de garde à vue afin de pouvoir échanger avec lui, ce qui a été fait. Et qui s'est fini d'ailleurs par une franche poignée de main et donc une explication à l'occasion de laquelle Éric Zemmour a pu lui expliquer que ses propos avaient manifestement été mal compris et déformés et que bien au contraire, ce qu'il avait voulu exprimer, c'était qu'aujourd'hui la situation du handicap en France était une honte, qu'on était obligé d'envoyer notamment nos enfants autistes en Belgique parce qu'on n'avait pas suffisamment d'établissements spécialisés et que donc il fallait être capable d'être beaucoup plus ambitieux et d'offrir l'opportunité à ces enfants, lorsqu'ils ne peuvent pas être insérés dans le cadre de l'éducation nationale, dans un cadre d'accompagnement plus classique, leur ouvrir des voies éducatives adaptées, plutôt que, si vous voulez, se tenir à des grands principes qui créent de véritables problèmes pour les familles et pour ces enfants qui ne sont pas toujours, malheureusement, en capacité physique ou intellectuelle de pouvoir suivre un parcours classique. Bon voilà, je pense que ça a été dit, ça a été compris, preuve en est, ça s'est bien fini, donc voilà, pas de problème. Adrien Gindre. À quel moment est-ce que vous avez pris la décision de rallier Éric Zemmour ? Ça fait des mois que la question se pose, que votre nom circule. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et le moment où votre décision s'est cristallisée ? Alors il n'y a pas un élément en particulier, vous avez raison, c'est le résultat d'une longue réflexion et c'est l'aboutissement d'un constat de différentes cartes dont Éric Zemmour bénéficie. Je pense notamment au fait déjà que je me retrouve dans sa ligne politique, je me retrouve dans sa volonté de rassembler à droite, chose que je défendais déjà ardemment lorsque j'étais au sein même du Rassemblement national, ce qui n'a pas toujours plu. Je découvre avec satisfaction qu'il arrive à ébranler le cordon sanitaire mis en place par la gauche. Et j'en veux pour exemple le fait, notamment que des élus de premier plan des Républicains comme François-Xavier Bellamy, comme le sénateur Étienne Blanc, comme même Éric Ciotti, ait d'ores et déjà annoncé qu'il voterait Éric Zemmour s'il y avait un deuxième tour, Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Donc on voit bien que de ce point de vue-là... Mais ils ne vous ont pas rallié pour autant. Oui, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir qu'il y a donc aujourd'hui une capacité, Éric Zemmour, à briser les tabous posés par la gauche depuis 30 ans et qui empêchent les idées nationales d'arriver aux affaires. Vous avez dit ce sera lui. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai pas un jour précis en tête, mais c'est vrai que je suis arrivée à la conclusion qu'il avait aujourd'hui la capacité à transformer l'essai pour le camp national. Moi je viens du Rassemblement national, j'ai bien vu que depuis des années, malheureusement, et malgré nous, et à l'époque, il faut bien le dire, le Rassemblement national était devenu un peu... comment dire, l'outil utilisé par le gouvernement en place ou le système en place pour pouvoir être réélu, je pense que l'histoire ne se réécrira pas de la sorte avec Éric Zemmour. Marion Maréchal, quand même, tout de même. En fait, rien de ce qu'a pu dire par le passé Éric Zemmour ne trouve un désaccord chez vous. Vous êtes d'accord sur ces déclarations sur les femmes ? Non, je ne suis pas d'accord sur ces déclarations sur les femmes. Ce que je vous dis, c'est que je ne les aurais jamais exprimées comme ça. C'est pas le sujet, c'est que moi, je n'ai pas un parcours d'essayiste, d'intellectuel ou de journaliste comme il a pu l'avoir. Je vous dis juste que ça ne me choque pas, ça ne me traumatise pas et que je fais aujourd'hui le bilan que l'homme politique qu'il est à travers son programme et à travers sa manière de travailler, y compris avec
avec les femmes révèle bien et par exemple, que tout sur ça, ces c'est des déclarations, polémiques vous savez, pas en très matière intéressantes. d'histoire, qu'il a aussi on fait beaucoup parler quand il a défendu le maréchal Pétain. Donc là, on sait refait pour un avoir- remake 3 mois Mais, avant. oui, mais parce qu'en fait, ça pour fait partie de lui. revenir, Vous dites vous-même Oui, que vous oui, l'avez non, mais beaucoup je lu, pense et que ça mais- nourrit aussi votre réflexion Non, mais moi, pour j'ai le pas de rejoindre. problème. Parce que Parce que quand il dit, pardon, selon Ce qui a nourri ma que le réflexion, maréchal monsieur, c'est tout ce Pétain que je a viens de sauvé vous des juifs dire. français en sacrifiant des juifs étrangers, comment vous, Marion Maréchal, avez réagi quand vous l'avez entendu dire cela? C'est pas si lointain que ça pour le coup. Ah, mais moi, je peux vous répondre d'autant plus sereinement que je pense qu'Éric Zemmour s'est expliqué à peu près 780 fois dessus et que j'ai déjà répondu sur le sujet, mais j'ai pas de souci. Moi, c'est là, on est dans un débat historique. Vous êtes d'accord, on est dans un débat historique. Donc c'est un débat qui n'a pas à avoir lieu dans le cadre d'une élection présidentielle C'est un débat pour vous et qui n'a rien à voir avec le programme. Non, mais là, je vous dis, de la manière dont Éric Zemmour s'est inscrit là-dedans, c'est dans le cadre d'un débat historique. Moi, je ne partage pas sa vision de l'histoire sur cette époque, je l'ai dit très sereinement. Voilà, j'ai pas probablement d'ailleurs pas lu autant sur l'époque que lui, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu étudier, il a un point de vue qui aujourd'hui n'est pas le mien là-dessus. Voilà, bon, pour autant, j'entends à travers cette démarche une volonté plus générale d'Éric Zemmour, et j'en finirai par là, à moins que vous vouliez faire toute l'émission sur les polémiques, il a le souhait extrêmement sain de vouloir sortir les Français de la culpabilité et de la repentance, qui sont les viviers d'un sentiment anti-français qui, j'en suis absolument convaincu, contribue au phénomène de communautarisme et même, j'ai envie de dire, de désassimilation à laquelle on assiste depuis des années. Et donc je pense que restaurer la fierté française, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour un futur candidat de la présidence de la Vous en République. parliez justement, Adrien Gindre. Oui, encore une fois, l'idée, c'est de comprendre ce qui, chez Éric Zemmour, vous plaît ou vous déplaît s'il y a des choses, et si vous associez... On peut parler de son programme, ce sera peut-être plus ça. Il y a eu, par exemple, Éric Zemmour, des propositions très concrètes sur les questions d'assimilation, comment bien assimiler les personnes d'origine étrangère. Il a créé le débat sur les prénoms. Vous-même, vous portez un enfant, vous avez un conjoint qui est d'origine étrangère. Est-ce que vous considérez que, quelle que soit la configuration familiale, le prénom donné à l'enfant doit forcément être un prénom 100% d'origine française ? Alors, je considère que son analyse sociologique est juste. C'est-à-dire que sur le fait de dire les prénoms sont une manifestation de l'évolution des mœurs et de l'évolution culturelle d'un pays. Il est évident, quand on a une explosion ces dernières années des prénoms à consonance islamique sur le territoire, ça dit quelque chose de l'évolution des mœurs. On ne peut pas dire le contraire, et ça dit quelque chose même de l'appropriation ou non culturelle des Français d'origine immigrée. Bon, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, de la même manière qu'on voit aussi un phénomène sur l'américanisation des prénoms qui dit aussi quelque chose peut-être de l'affaiblissement du modèle français sur les nouvelles générations. Donc ça, c'est une analyse sociologique, on peut en parler, on peut en débattre, je la trouve assez juste sur le fond. De là à transformer ça évidemment en programme politique, il est évident que moi, même si je comprends l'objectif, je ne suis pas dans cette démarche pour une raison simple, c'est que je crois que la défense de l'identité française, elle se fera, bon, évidemment par une politique migratoire restrictive, mais elle se fera aussi par une démarche culturelle, par une démarche éducative, et que ce n'est pas à l'État, c'est plutôt une question de principe, d'imposer dans l'intimité des gens quels doivent être les prénoms d'un tel ou d'un tel. Mais lui-même d'ailleurs l'a précisé et l'a dit derrière sans difficulté. Non, il l'a pas précisé. Non, il a si, vous avez raté cela, mais en l'occurrence ici, il a dit qu'il ne forcerait pas évidemment les gens à changer de prénom quand on l'a interpellé là-dessus. Il a dit que ceux qui naîtront sur le sol français devront porter un prénom français. Donc là, en l'occurrence, moi je crois en revanche que là où c'est intéressant, c'est que la question peut se poser pour les naturalisations, quelque chose de différent, puisque quand vous êtes naturalisé, vous êtes un étranger qui demandait, voilà, je vais au bout du raisonnement, vous êtes un étranger, que vous souhaitez demander la nationalité française. Et donc vous savez que quand vous voulez obtenir cette nationalité, il y a des indices et des critères, parmi lesquels malheureusement aujourd'hui beaucoup trop laxistes et pas assez exigeants, mais qui nécessitent néanmoins que vous adhériez aux valeurs de la République, que vous parliez correctement le français. Et fut un temps, on réclamait également qu'il puisse y avoir cette démarche à travers le prénom. La question pourrait se poser de ce point de vue-là. En revanche, pour ce qui est des Français qui naissent de parents français, sur le principe, je vous dis, moi je n'aime pas trop quand l'État s'immisce trop dans l'intimité des familiales. Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement, était à vos côtés hier pour le meeting d'Éric Zemmour à Agen. Est-ce que vous, personnellement, vous reprenez à votre compte cette théorie ? C'est tenté qu'on puisse parler d'une théorie, en fait. Puisque manifestement, 66% des Français y adhèrent. Donc ça m'a l'air plus un fait de société qu'une théorie.
qu'aujourd'hui, oui, manifestement, il y a une immigration en France telle que nous assistons à un basculement culturel, civilisationnel dans de très nombreuses parties du territoire. Y compris dans la dimension qui font que même les conspirationniste du Français grand remplacement, qui serait quelque chose d'organisé. Est-ce que vous avez lu le livre de Renaud Camus, monsieur Gindre, ou pas? Quelle est la question? La question, c'est sur vous. Est-ce que vous partagez cette thèse? Non, mais parce que les gens qui m'affirment cela, de manière générale, n'ont jamais lu le livre de Renaud Camus. Mais je pense qu'aucun d'entre vous, d'ailleurs, sur ce plateau, ne l'a lu. Moi, je vais vous le dire, je l'ai lu, ce livre, il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de dimension complotiste dans ce livre. Il n'y a pas... Enfin, on l'a écouté, on l'a entendu sur d'autres chaînes. Oui, il dit clairement qu'il y a un projet. Je ne sais pas d'où sort ce mythe répété en long, en large et à travers, qu'il y a que Renaud Camus dit que c'est une théorie complotiste, le remplacement. Que c'est un projet. Il le dit pas, effectivement. Établi. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une dimension de complot. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que cet état de fait dans de nombreuses parties du territoire français, qui donne le sentiment aux Français de ne plus être chez eux, avec tout ce que ça implique en termes, j'y reviens, de mœurs, de culture, de valeurs, de traditions, et quelque chose qui est partagé par 66% des Français. Alors moi je veux bien que les 66% des Français soient complotistes. Un sondage, c'est pas une vérité quand même. Voilà. Vous le dites, tous les politiques le disent, donc c'est pas aussi ce qui fait une vérité, un sondage. J'entends bien, mais c'est que manifestement, ils font le même constat que celui d'Éric Zemmour ou que celui que j'ai pu faire. Voilà, bon. Donc une fois de plus, le grand remplacement, c'est une phrase forte pour décrire un phénomène de société. Voilà, donc moi j'assume ce terme, je l'ai déjà utilisé, je vois pas en quoi il est choquant et problématique, il ne fait que révéler une réalité que beaucoup de Français constatent. Donc Renaud Camus a toute sa place dans la campagne d'Éric Zemmour. Mais il n'a pas la place dans la campagne d'Éric Zemmour, enfin, il n'est pas cadre d'Éric Zemmour ou futur élu d'Éric Zemmour, il est dans le public. Vous savez que les meetings sont ouverts au public et à tous. Ouais. Mais il y a même des gens de gauche qui sont les bienvenus dans les meetings d'Éric Zemmour. Puisqu'on parle de ce présumé grand remplacement, Guillaume Pelletier, qui était à votre place il y a quelques semaines, a évalué à 2,5 millions le nombre d'étrangers que vous expulseriez si vous arrivez au pouvoir parce qu'ils seront sans emploi pendant 6 mois. Est-ce que ça vous paraît faisable et réaliste, vraiment ? Ce que je crois souhaitable, en tout cas, c'est que lorsque l'on est de nationalité étrangère et qu'on vient sur le territoire, il est évident que vous ne pouvez pas rester sur le territoire sans travailler et de fait vous retrouver tributaire de la solidarité nationale. Puisque vous savez qu'aujourd'hui nous avons un système social extrêmement généreux qui d'ailleurs coûte extrêmement cher du fait également de l'immigration, à la fois sur des aides sociales dites contributives et non contributives. Parmi lesquelles les non contributives, vous le savez, les allocations familiales, le RSA, les allocations logement. Et donc pour toutes ces raisons, si nous souhaitons pouvoir rendre cet argent dans le pouvoir d'achat des Français et dans la compétitivité des entreprises, il faut pouvoir faire des économies. Et la logique veut, et c'est dans le programme d'Éric Zemmour, qu'en effet, les étrangers qui sont sur le territoire qui sont extra-européens... Qui sont depuis des années, qui ont un travail, qui ont une famille... Ah oui, mais là, vous parlez des gens qui n'ont plus de travail, justement. Oui, mais alors ils ont travaillé 10 ans, imaginons, et puis ils se retrouvent 6 mois au chômage. Donc ils doivent avoir une sanction immédiate. Non, c'est pas une sanction immédiate, mais si vous voulez, la logique veut qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être sur le territoire et y rester si vous n'avez pas une raison d'y rester, qui peut être une raison professionnelle. Voilà, à partir de là, donc ça me paraît logique, vu la situation française, vu la difficulté que nous avons aujourd'hui déjà à répondre aux besoins essentiels et vitaux de nos propres nationaux, qu'il n'y ait pas en plus de surcroît à peser sur la solidarité nationale. Voilà, tout simplement. Jeudi, face à Valérie Pécresse, vous avez dû voir le débat certainement, que en fait l'immigration zéro n'était pas possible puisqu'il y aurait une immigration européenne tout de même de travail. Oui, bien sûr, mais l'immigration zéro, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que c'est un marqueur pour pouvoir expliquer qu'il y aura une démarche extrêmement restrictive et que l'immigration sera réduite partout où elle peut et elle doit être réduite. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les chiffres des taux d'activité, notamment des personnes étrangères, alors c'est intéressant, on parlait tout à l'instant des contributions, des aides sociales non contributives. Il y a une étude qui a été faite par l'OCDE qui chiffre à peu près le montant qui a été relayé par Marianne, le montant de ces allocations à peu près 20 milliards par an. Donc c'est quand même une somme considérable. Et qui révèle d'ailleurs qu'elle représente... Non, ça c'est un chiffre qu'a récupéré... Non, c'est un article de Marianne, j'invite les... C'est 9 milliards, enfin c'est en tous les cas... Là, non, mais alors c'est des chiffres de l'OCDE relayés par Marianne, que ceux qui nous écoutent, allez voir tout de suite. Il n'y a aucun problème, j'ai vérifié juste avant de venir aussi. C'est 9 milliards et pas 20 milliards comme l'a dit. D'ailleurs 20 milliards, encore fallait-il savoir combien de personnes on expulsé. Et ici même...
On réglera ça par réseaux sociaux interposés après l'émission. Vous avez dit qu'il ne savait pas si c'était 2,5 millions de personnes à expliquer qu'il n'avait pas fait l'évaluation qu'avait faite visiblement Guillaume Pelletier. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Et donc, dans ces chiffres relayés par Marianne de l'OCDE, alors on ne va pas s'écharper sur le montant, mais même si je suis sûre de moi, il y a de fait dedans le taux que ça représente sur l'ensemble de ces contributions, c'est-à-dire 28% des cotisations sociales non contributives sont aujourd'hui données à des personnes étrangères, alors qu'ils ne sont censés représenter que 12% de la population. Ce qui révèle et ce qui confirme, et il y a bien d'autres études qui le disent, qu'il y a un taux d'inactivité plus élevé chez non seulement les personnes étrangères, mais également les personnes d'origine immigrée sur le territoire, que sur la moyenne des Français. Ça ce aussi, qui signifie... Chiffres, vous savez, on peut faire une bataille de chiffres. Oui, bon, mais en effet, mais j'ai quelques billes si vous voulez. Pareillement, mais on ne va pas rentrer... mais en l'occurrence, et donc c'est ce à quoi veut répondre Éric Zemmour, de dire quand nous avons un pays qui est aujourd'hui endetté comme le nôtre, qui a près de 9 millions de pauvres, qui a déjà du mal à répondre aux besoins essentiels de notre population, bien évidemment, la solidarité nationale doit d'abord s'adresser aux nationaux, et les personnes qui n'ont plus d'emploi sur le territoire et qui sont de nationalité étrangère n'ont pas vocation à y rester durablement. Marion Maréchal, sur tous ces sujets, il y a une autre candidate qui a des positions qui sont quand même très proches, c'est Marine Le Pen, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelques instants, vous faisiez référence aux sondages, et ce qu'ils disent, les sondages disent aujourd'hui qu'elle est mieux placée qu'Éric Zemmour pour se qualifier pour le second tour. Est-ce que le vote utile pour le camp national et pour défendre les idées que vous venez de présenter, c'est pas aujourd'hui précisément Marine Le Pen pour cette élection ? Je vais vous dire, moi, le problème, c'est que j'ai du mal à savoir aujourd'hui précisément ce que pense Marine Le Pen, puisqu'il y a eu de très très nombreuses évolutions dans le programme, ça c'est indéniable, depuis 2017. On est passé de... Alors, certaines évolutions d'ailleurs faisaient partie de celles que j'avais pu défendre à l'époque, d'autres non. Mais ce qui est notable, c'est qu'il y a un manque de clarté et de squelette. Je pense à la question de l'Union européenne et de la sortie de l'Union européenne à l'époque et de la sortie de l'euro qui a évolué. Je pense à sa position sur sa volonté de restaurer la peine de mort. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle souhaitait supprimer le Sénat, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle ne souhaite plus sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a évolué même sur sa position sur la retraite, dont elle ne démordait pas à l'époque. Moi, je n'étais pas d'accord d'ailleurs à l'époque avec la retraite à 60 ans et donc les 40 annuités. Elle a a changé également sur ce sujet. Bref, donc si vous voulez, le souci, c'est que moi, je me suis engagée, même en quittant la politique, pour mener la bataille des idées et la bataille culturelle avec cette école que j'ai montée. Donc ça me tient très largement à cœur. Donc je suis, je dois dire, un peu perturbée. Ne pas être au deuxième tour dans la cohérence qu'avoir une chance de voir les idées... Mais parce que vous savez qui sera au deuxième tour. Tout à l'heure, vous disiez les sondages... Je pense que les Français sont avec un plus grand remplacement. Les sondages disent aussi que les Français... Excusez-moi de vous dire qu'il y a quand même une différence entre un sondage d'opinion et un sondage de vote. Ah bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ah bon, c'est pas la même chose que de demander aux Français ce qu'ils pensent sur une question et de savoir comment ils vont voter. Ça aurait plus de valeur qu'un sondage je sais pas, c'est intéressant de constater que peut-être aux dernières élections régionales, manifestement, les sondages de vote et d'anticipation du vote ont été faux pour une raison simple, monsieur. C'est que contrairement aux sondages d'opinion où on pose une question aux Français sur une question précise, dans les sondages de vote, il y a un biais énorme et dont on n'échappera malheureusement peut-être pas à l'occasion de cette élection, ça s'appelle l'abstention. Mais en fait, on se demande... Et donc l'abstention, si vous jouez pas, ça peut changer. Ça change, mais c'est vrai que ça peut changer. Je vous donne un seul exemple récent, aux élections régionales de PACA, une région qui me tient à cœur, c'est là où je m'étais présenté en 2015. Thierry Mariani, pour qui j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs, avait été donné gagnant dans toutes les configurations. Il finit avec 10 points de moins que ce qui était annoncé. Et des exemples comme cela, je peux vous en donner, mais pour le RN ou pour d'autres, d'ailleurs, c'est pas forcément lié au RN, mais des dizaines, voilà. Donc je veux dire aux Français aujourd'hui, et vous en tant que journaliste, je pense vous avez aussi cette responsabilité, de dire aux Français, c'est bon, les sondages, c'est l'élection, donc finalement l'élection est jouée, c'est plus la peine de faire campagne, on arrête tout. Je pense que c'est pas responsable, il reste un mois de campagne, tout le monde sait que le deuxième tour n'est pas joué, et bien au contraire, il faut inviter les gens à se mobiliser et à aller voter. En quoi ce serait différent pour Éric Zemmour par rapport à Marine Le Pen? On voit qu'il y a une forte mobilisation en effet dans les meetings, sur les réseaux sociaux, mais comment Éric Zemmour va-t-il transformer ça en vote dans les urnes, en vote massif? Est-ce que vous êtes sûr que ses soutiens vont aller voter massivement? Moi, ce qui me rend très optimiste déjà, c'est qu'une fois de plus, il reste un mois d'élection. Alors, je veux bien que Emmanuel Macron fasse tout pour ne pas rentrer dans l'élection et éviter de faire le droit d'inventaire de son bilan. Mais néanmoins, vous savez, la plupart des gens se décident au dernier moment. On le sait, ça pour le coup, c'est quelque chose qui est absolument récurrent. La deuxième chose... Ça peut aussi jouer en sa défaveur.
Très bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses où tout peut jouer en défaveur de tout. Ce que je vous dis, c'est un fait. Il y a beaucoup de gens qui se décident au dernier moment. La deuxième chose, c'est que ce qui est tout à fait notable, et ça ressort aussi des différentes études, c'est la certitude du vote. Là, pour le coup, des gens qui disent « je suis sûr de mon vote, j'irai jusqu'au bout ». Et de ce point de vue-là, Éric Zemmour est aujourd'hui le candidat qui a la certitude de vote la plus importante. Ensuite, et là-dessus j'en finirai par là, enfin, sauf si on vous parlez des sondages pendant 20 minutes, mais aujourd'hui, l'écart qu'on retrouve entre Marine Le Pen et Éric Zemmour est un écart qui est dans ce qu'on appelle la marge d'erreur des sondages. Donc ils sont toujours entre 2-3%. Il peut se retrouver au second tour. Donc moi, ce que je crois, c'est que c'est tout à fait possible, et c'est même probablement ce qui se passera. Je veux dire, quand on a un candidat qui peut le gagner, l'élection j'en finis par là, qui lance un parti il y a 3 mois et qu'en 3 mois, ce parti a 100 000 adhérents, est-ce qu'on se rend compte de ce que ça représente, même si ça n'emporte pas tout? Oui, vous disiez vous-même que les partis, pour reprendre vos propos d'il y a quelques années, dans beaucoup d'interviews, vous disiez que les partis, c'était pas essentiel, qu'importe aussi le nombre d'adhérents. Mais ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'importe le nombre d'adhérents, ce que je dis, c'est qu'un parti politique n'est pas un objectif en soi, c'est un outil. Bon, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un parti qui, en quelques mois seulement, arrive à mobiliser 100 000 adhérents et démontre un souffle dans la campagne de mobilisation assez exceptionnel, ça dit quelque chose, c'est un indicateur. Quand vous dites qu'Emmanuel Macron ne rentre pas dans la campagne, est-ce que vous n'entendez pas l'argument qu'il est président en exercice et qu'il doit s'occuper d'une crise internationale majeure, la guerre en Ukraine, dont nous parlerons tout à l'heure? Est-ce que vous entendez cet argument pour expliquer qu'il ne fasse pas autant campagne qu'un président sortant habituel? Alors, ce que je crois, c'est que de toute façon, Emmanuel Macron, depuis quelques mois déjà avec le Covid, cherchait à faire en sorte de ne pas aller sur le fond des sujets, que c'est un homme qui, depuis 5 ans, a quasiment jamais fait de véritables conférences de presse dans un cadre normal avec des journalistes qui pouvaient librement lui poser des questions, parce que c'est un homme qui se met en scène en permanence. Preuve en est d'ailleurs lors de son soi-disant débat avec les Français, où finalement on s'est rendu compte, c'est vos confrères de France Inter qui l'ont révélé, que tout avait été théâtralisé, les gens sélectionnaient les questions posées à l'avance. Et je crois que c'est un homme qui aujourd'hui utilise la présidence de l'Union européenne pour se mettre en valeur avec un grand raout à Versailles, mais pour obtenir finalement assez peu de choses. Parce que si encore il utilisait cela pour sa campagne et qu'il obtenait des choses sur le plan diplomatique, ce serait intéressant. Mais malheureusement, ni en tant que président français à l'égard de Poutine, ni à l'occasion de ce sommet européen, on va y venir dans la deuxième partie de l'émission. On avance dans l'intérêt des Ukrainiens. Sur la mise en scène, vous parliez de mise en scène, Marie-Pierre Haddad. Vous parlez de la mise en scène d'Emmanuel Macron, mais vous avez été accusé de la même chose lors de votre visite hier avec Éric Zemmour dans la commune de Moissac. Vous avez partagé des photos prises avec des Français à une station à essence, sauf que ce n'étaient pas des Français rencontrés par hasard, c'était des soutiens d'Éric Zemmour. Donc vous avez été épinglé par les journalistes et par les internautes sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi cette mise en scène? Alors excusez-moi, mais je trouvais extraordinaire de faire la comparaison entre le fait qu'Éric Zemmour ait pu échanger avec une personne qui était en effet un militant qui était présent à un événement le matin, et le fait que le président de la République explique, parce que c'est ça là, le fond de l'histoire, qu'il refuse de faire le débat du premier tour, donc de rendre compte qu'il attend le dernier moment pour rentrer dans la campagne, qu'il dit qu'il échangera avec les Français et qu'on se retrouve avec un événement dont on se rend compte une fois de plus que toutes les questions ont été posées à l'avance, et donc il n'est jamais confronté à quelque chose de spontané. Excusez-moi, mais là vous comparez des choses qui ne sont absolument pas comparables. Je veux dire, le président de la République... mise en scène n'est pas la le président, mais ça n'a strictement rien à voir. Excusez-moi, d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui s'accorde. On a vu dans des situations de rencontres... Et c'est vrai de le reproche d'Éric Zemmour, mais tous les candidats en font le reproche, qu'aujourd'hui on a un président de la République qui fait tout pour échapper à son bilan. Ça, c'est quand même une réalité. Alors, on va revenir. Toute dernière question, c'est bientôt la pause. Adrien Gindre. Cette semaine, on en parlait, Marine Le Pen s'est dite trahie par votre ralliement à Éric Zemmour. Est-ce que c'est une trahison que vous assumez et vous dites qu'il faut parfois trahir au service de ses idées? Mais je n'ai trahi personne, pardon, mais j'ai quitté le Rassemblement national en 2017. J'ai démissionné de mon mandat de conseiller régional. Je ne me suis pas représentée à la députation. J'ai laissé toutes mes fonctions locales et nationales. Et déjà en 2020, et je ne suis plus adhérente depuis plusieurs années, et déjà en 2020, j'avais dit que je ne réintégrerais pas le mouvement. Donc à moins de considérer que parce que j'appartiens à la famille de Jean-Marie Le Pen, j'aurais une espèce de devoir quasi génétique à l'égard du Rassemblement national,
je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi qui que ce soit sur les électeurs ou pour le reste. La dimension personnelle et familiale, celle-ci, elle m'appartient et elle appartient à mon intimité, mais je précise quand même, et je pense que Marine Le Pen, ça, le comprend très bien, lorsque j'étais au Rassemblement national, elle n'a pas hésité à imposer la stratégie et la ligne qu'elle croyait juste, y compris en dépit de nos relations familiales, elle n'a pas hésité à l'imposer à l'égard de son père, Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il a été exclu du mouvement. J'ai pas toujours partagé ses choix, mais finalement, ils étaient légitimes en politique de faire passer ses convictions avant tout. Moi, je suis pas dans une démarche différente. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Marion Maréchal. On parlera bien sûr de la guerre en Ukraine. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marie-Pierre Haddad de RTL.fr, Jim Jarassé du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Avant d'en venir à la situation en Ukraine, la situation en Corse, Marion Maréchal, puisque plusieurs manifestations violentes y ont eu lieu ces derniers jours. Jim Jarassé. Oui, elles font suite à l'agression d'Ivan Colonna en prison. Un certain nombre de Corses sont furieux contre cette agression. Est-ce que vous condamnez les violences qui ont lieu sur l'île depuis plusieurs jours ? Ah bah oui, de toute façon, il est évident que quelles que soient les raisons, il n'y a jamais de bonnes raisons à caillasser les gendarmes, à brûler des tribunaux ou à s'en prendre à des commissariats. Enfin, je veux dire, ça, c'est totalement inadmissible. C'est vrai que c'est d'autant plus déplorable qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en France, une personne condamnée pour terrorisme islamiste peut avoir des comportements et mener des agressions islamistes au sein même de la prison, ce qui est quand même, une fois de plus, le révélateur d'une immense défaillance d'État de ce point de vue-là. On ne comprend pas qu'on ne puisse pas avoir aujourd'hui les moyens d'avoir des quartiers réservés aux islamistes avec des moyens d'isolement plus importants. Si tant est qu'il ait eu pour le coup en plus une arme de type couteau ou autre, puisqu'on sait qu'il n'y a pas, vous savez, à travers les visites dans les prisons, il n'y a pas de contrôle systématique. On aurait pu imaginer que ce soit encore plus grave, y compris à l'égard d'un gardien de prison. Donc c'est vrai que la situation est déplorable. Néanmoins, au-delà des violences parfaitement inacceptables, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est les révélations adjacentes qui ont été faites notamment par vos confrères du Canard enchaîné, sur lesquelles assez peu de gens ont rebondi et qui révéleraient le fait qu'il y ait eu, au sujet d'Ivan Colonna, des négociations menées par, semble-t-il, des députés proches d'Emmanuel Macron, qui seraient allés négocier le retour des condamnés du comité Érignac, le rapatriement en Corse, contre les voix des nationalistes en Corse, et en échange également d'un engagement du gouvernement d'avancer vers un statut d'autonomie de la Corse. Que vous ne souhaitez pas. Alors, cette autonomie que je ne souhaite pas, et par ailleurs, donc je suis un peu étonnée que ça n'ait pas davantage fait débat et polémique, parce que si c'est vrai, c'est un véritable scandale d'État. On ne négocie pas des voix contre un statut d'autonomie territoriale et sur le statut de ces prisonniers. Donc c'est vrai qu'il faudrait que Emmanuel Macron fasse la lumière sur ces graves accusations. Mais vous n'êtes pas pour qu'on modifie le statut de la Corse, ni qu'on modifie le statut des prisonniers qui sont, par exemple, comme l'était Ivan Colonna, emprisonnés à distance de l'île. Non, mais ça, indépendamment de cette affaire d'ailleurs terrible sur Ivan Colonna, moi je n'étais pas opposée sur le principe à ce que les prisonniers puissent être en Corse et donc soient sortis de ce statut qui les empêchait d'être rapatriés, parce que vous savez que du coup ils étaient obligés d'être dans des prisons avec des standards particuliers. Bon voilà, donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas ça qui me choque dans l'absolu. Le plus dramatique, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui l'État, sous la menace des violences et des agressions, tente l'apaisement en accordant cela, et avec le risque malheureusement d'avoir du coup une exacerbation des violences, et avec des militants qui se disent que finalement ils ne peuvent obtenir de l'État français des choses que lorsqu'ils sont dans la provocation, la violence et l'agressivité. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un mode de gouvernement très sain, voilà. Alors on en vient dans la situation en Ukraine, bien sûr. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Marion Maréchal, plus de 2,5 millions de personnes ont fui le pays. Plus de 10 000 d'entre elles sont déjà arrivées en France pour y trouver refuge. 50 000 à 100 000 réfugiés ukrainiens peuvent potentiellement être accueillis en France. C'est ce que dit Jean Castex ce matin dans la presse. Est-ce qu'ils sont les bienvenus ?
Ce qui est certain, c'est que les pays européens ont un devoir de solidarité à l'égard des réfugiés européens. Ça, c'est un principe de base en ce qui concerne les situations de guerre. L'autre donnée qui est importante, c'est de rappeler quand même que l'immense majorité de ces réfugiés ukrainiens, principalement des femmes et des enfants, souhaitent rester dans les pays limitrophes, notamment la Pologne, pour pouvoir demeurer à proximité de leurs proches et pouvoir retourner rapidement une fois le conflit aura cessé. Et donc, dans ces conditions, le premier devoir de la France, et c'est la position d'Éric Zemmour, c'est avant tout d'apporter une aide financière, logistique et médicale à ces pays et de faire en sorte que l'Union européenne lève les sanctions et les amendes qui ont été mises en place contre ces pays, notamment la Hongrie et la Pologne, dans le cadre de... La Hongrie pour le non-respect des droits de l'homme, c'est ce que... Alors non, de non-respect de l'état de droit, notion assez floue, dans laquelle la Commission s'est d'ailleurs appropriée une compétence en dehors des traités, puisque il n'est pas question, dans le cadre des traités européens et de ce qui nous unit, de parler des questions de justice ou des questions d'état de droit. C'est anormal, oui, je crois que c'est anormal que la Commission outrepasse les traités. Que les membres de l'Union européenne que la Commission des principes qui sont édictés au moment de leur adhésion à l'UE. L'Union européenne, elle est basée sur des traités qui ont été signés par les pays. Dans le cadre de la signature de ces traités, à aucun moment la Commission a mandat pour s'occuper de l'organisation de la justice au sein des pays, notamment, ou pour s'occuper des sujets dits de société ou sociétaux, puisque ça fait aussi partie des sujets qui sont souvent au cœur des discordes entre la Commission et ces pays. Donc à partir de là, qu'on ait un avis négatif sur la réforme de la Pologne sur sa justice, ça c'est tout à fait légitime, mais c'est parfaitement autre chose. Et ça n'est pas à l'Union européenne de décider demain de couper des subventions qui n'ont rien à voir au prétexte qu'ils ne respecteraient pas des choses qui ne sont pas prévues dans les traités, qui ne relèvent pas des compétences des traités. C'est ça le principe qui aujourd'hui est extrêmement choquant, d'autant plus que le gouvernement polonais est un gouvernement élu démocratiquement, donc c'est au peuple polonais de demander des comptes à son gouvernement de ce point de vue-là par le biais des urnes. Voilà. Donc à partir de là, la première des choses c'est cela, et si en effet, et ça Éric Zemmour l'a dit également, si derrière cela les Ukrainiens, une partie de ces Ukrainiens souhaitent venir en France, ils peuvent bien sûr le faire, avec quand même un point de vigilance très important. Qui a été une fois de plus révélé là pour le coup par le Figaro, que le constat qui est fait qu'aujourd'hui près d'un tiers des réfugiés ukrainiens, dits ukrainiens qui arrivent en France ne sont en réalité pas des Ukrainiens. Donc on ne doit pas les accueillir même s'ils sont résidents. S'ils ne sont pas ukrainiens et qu'ils sont des Algériens, des Marocains, des Africains, comme semble-t-il le révèlent vos confrères du Figaro, ils ont vocation à aller en Algérie, au Maroc. En Ukraine, ils sont victimes de la situation. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui est aujourd'hui dit, c'est-à-dire que manifestement l'ouverture de ce couloir migratoire, comme ce fut le cas d'ailleurs par d'autres biais, notamment au moment de la crise de 2015, l'ouverture de ce couloir incite des personnes qui souhaitent rentrer dans l'espace Schengen et qui sont originaires d'Afrique. Il y a des personnes de nationalité étrangère qui habitent. Oui, mais sauf que c'est pas, c'est pas du tout ce dont on parle là. On parle de gens qui n'ont pas la nationalité ukrainienne et qui ne résidaient pas en Ukraine, des gens qui ont profité de ce couloir d'ouverture migratoire et qui donc s'insèrent dans ce dispositif. La question des personnes qui résidaient en Ukraine régulièrement. Et je prends témoignage également de David Lisnard. David Lisnard, il vient pas du camp d'Éric Zemmour, il est le président de l'Association des maires de France, soutien de Valérie Pécresse. Et lui-même dit, puisqu'il s'est rendu pour déposer du matériel en Ukraine, lui-même dit: attention, plus on s'éloigne de la frontière ukrainienne, plus on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité ukrainienne et qui profitent de l'ouverture de ce couloir migratoire pour pouvoir rentrer dans l'espace Schengen, et une fois rentré dans l'espace Schengen, pouvoir évidemment se rendre librement dans tous les pays. Vous voulez faire un tri aux frontières de l'Union européenne entre différents types de réfugiés. Oui, pardonnez-moi, le tri en l'occurrence, c'est le tri que souhaitent les Français, puisqu'eux ils veulent accueillir des réfugiés ukrainiens, c'est de dire il y a une différence entre des Ukrainiens qui sont dans une situation de guerre, des femmes et des enfants qui ont vocation à être aidés de manière temporaire pour ne pas être exposés aux bombes, et des personnes de nationalité africaine qui profitent de l'ouverture de ce couloir pour se faufiler pourquoi est-ce qu'il vaut pour les Ukrainiens ne valait pas, par exemple, pour les Syriens au moment des bombardements d'Alep ou de l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad? Pour une raison très simple, monsieur, c'est que déjà, je considère que le principe veut que la solidarité à l'égard des réfugiés de guerre devrait d'abord revenir aux pays
limitrophes des zones géographiques. Ça veut dire quand il y a des réfugiés de guerre en Afrique, ce devrait d'abord être aux pays africains d'aider, et même constat pour les pays du Moyen-Orient, même constat pour l'Europe. Or, ça n'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a quand même tendance, cette facilité à se défausser sur l'Europe et en particulier sur la France. Donc ça, c'est le premier principe. Et en ce qui concerne la Syrie, et je le rappelle, il y avait un risque majeur à l'époque d'infiltration, et ça n'a pas manqué d'ailleurs, de terroristes islamistes parmi ces réfugiés syriens. Et malheureusement, le Bataclan et le drame qui s'en est suivi est le résultat d'un terrible manque de vigilance qui ont permis à ces terroristes islamistes de se faufiler dans le couloir migratoire ouvert à l'occasion de l'accueil des réfugiés syriens pour venir frapper la France. Oui, mais du coup, donc, pardon, mais on est quand même, il n'y a pas de menace terroriste venant des Ukrainiens aujourd'hui qui arrivent d'Ukraine. Donc on n'est pas du tout dans une situation similaire. Une question qui a été très reprise, un fait qui a été très d'actualité, qui a été très repris par les médias, les réseaux sociaux, Marie-Pierre. Ça concerne les déclarations de Robert Ménard, donc maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen. Lui, il regrette de ne pas avoir accueilli des migrants au moment des combats en Syrie et en Irak quand il voit la situation des réfugiés en Ukraine. Il dit « J'ai honte d'avoir dit et fait ce que j'ai fait. Ce n'était pas bien ». Est-ce que c'est un mea culpa que vous reconnaissez, que vous soutenez ? Écoutez, il ira dire ça aux morts et aux mutilés à vie victimes du Bataclan. Voilà, parce que, pardon, mais c'est justement parce qu'il y a eu un véritable laxisme dans l'accueil de ces réfugiés ou pseudo-réfugiés syriens quand on en est arrivé à cette situation et au drame qui a frappé la France. Donc je ne partage pas du tout cette analyse. Je crois que Robert Ménard a tendance à parler un peu vite de manière générale, et comme il change souvent d'avis, peut-être aura-t-il une posture différente d'ici quelques mois. Je trouve que le parallèle, une fois de plus, fait avec les réfugiés ukrainiens est un parallèle complètement inadéquat. Tous ceux qui sont... Votre tante, vous disiez tout à l'heure qu'elle changeait beaucoup d'avis, et également Robert Ménard, tous ceux qui sont autour d'elle ne sont que revirements aujourd'hui à vous entendre. Là, je veux dire, c'est les propos de Robert Ménard, ils lui appartiennent. Je constate qu'il y a un revirement, mais je suis d'autant plus étonnée de ce revirement que là, en l'occurrence, il fait un parallèle entre deux situations qui n'ont strictement rien à voir et qui, en ce qui concerne l'accueil des réfugiés syriens, ont eu des conséquences dramatiques. Il faut quand même admettre aujourd'hui, à un moment donné, que quand on accueille des populations... Tous ces Ukrainiens qui veulent venir et éventuellement une minorité dont vous dites qu'elle profiterait de ce couloir migratoire. Un tiers, excusez-moi, 30%. Hein. C'est les chiffres de vos confrères du Figaro, pardon, mais 30%, et qui semblent être en effet confirmés par différents témoignages. Ça n'est pas tout à fait marginal. Voilà, donc je dis juste qu'il y a un point de vigilance à avoir. Je ne crois pas que la France soit aujourd'hui en capacité sociale et financière de pouvoir accueillir encore une fois de plus des réfugiés qui ne sont pas de véritables réfugiés de guerre en l'occurrence. Cette semaine, lors de son débat face à Valérie Pécresse, Éric Zemmour a mis un signe égal entre islam et islamisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position ? Est-ce que vous pensez que chaque musulman est un terroriste en puissance ? Alors, c'est pas du tout ce que dit Éric Zemmour. Hein. Déjà, Éric Zemmour ne dit pas chaque musulman est un terroriste en puissance. En mettant ce signe d'égalité entre islam et islamisme. Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense personnellement. Ce que je crois, c'est que dire que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme est une erreur. Ça me paraît indéniable, puisque l'islamisme est une lecture fondamentaliste de l'islam et violente de l'islam. Et que d'ailleurs les textes sacrés, évidemment, sont les mêmes dans les deux cas. Dire que les deux se confondent absolument est évidemment tout à fait une erreur aussi, puisque précisément l'islamisme est une lecture fondamentaliste. Donc ça n'est pas représentatif de la lecture ou de la pratique que peuvent en avoir de très nombreux pays ou de très nombreux musulmans. Et ce que dit Éric Zemmour, et ça là-dessus je suis totalement d'accord, évidemment qu'il n'y a pas d'analogie à avoir entre le musulman et le terroriste, c'est parfaitement absurde. Déjà parce que tous n'ont pas cette lecture fondamentaliste et tous ne basculent pas évidemment dans la violence et dans le djihadisme fort heureusement, et que par ailleurs on peut être musulman et prendre ses distances dans sa pratique avec un certain nombre de préceptes islamiques qui ne seraient pas compatibles avec les valeurs de la République. Je pense notamment au fait, on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes notamment, le droit d'apostasie, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer de religion, qui sont des choses aujourd'hui qui, dans l'islam, n'apparaissent pas dans le cadre des textes sacrés comme compatibles, mais dont beaucoup de musulmans s'écartent dans leur pratique et ne participent pas. Quand Éric Zemmour dit islam et islamiste, c'est la même chose, il se trompe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Ah bah, c'est ce qu'il a dit explicitement. Moi, je crois que la formulation, en tout cas, là-dessus, je ne partage pas la formulation. Parce que je crois qu'il y a, évidemment, une fois de plus, ça n'a pas rien à voir, mais ça ne se confond pas totalement. Mais en revanche, Éric Zemmour a jamais dit que tous les musulmans étaient des terroristes en puissance. Ça, pas du tout. Adrien Gindre. Il y a quelques jours, Éric Zemmour disait à propos de Vladimir Poutine que c'était un démocrate autoritaire. En 2018, il disait qu'il rêvait d'un Poutine français. Vous-même, vous avez eu l'occasion par le passé de souligner que Vladimir Poutine était un patriote qui défendait les intérêts de son pays. Est-ce que toutes ces analyses vous paraissent justes encore aujourd'hui quand on voit l'offensive qu'il mène contre l'Ukraine ? Alors, ce que je crois, c'est qu'en effet, Vladimir Poutine cherche à défendre les intérêts de son pays. Alors, on peut considérer qu'il a tort ou qu'il a raison. Et vous considérez qu'il a tort ou raison ? Ça, c'est factuel, si vous voulez. Défendre les intérêts de son pays, c'est pas forcément attaquer le pays voisin. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Et j'ai d'ailleurs très clairement condamné le fait que la Russie avait été le dernier, était responsable de la violation des frontières ukrainiennes et responsable de la violation du droit international de ce point de vue-là. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais il le fait pour des raisons que lui présente ou lui pense. Moi, je ne sens pas les cœurs et les reins, pensant défendre les intérêts de son pays et disant ou affirmant, considérant que le glacis sécuritaire de son pays, qui composait notamment de l'Ukraine, était menacé par l'avancée de l'OTAN. Vous rêvez d'un Poutine français, comme le disait Éric Zemmour par le passé ? Vous savez, moi, je rêve pas je ne prends pas les dirigeants étrangers comme exemple pour mon pays, de la même manière que j'aurais jamais dit je rêve d'un Trump français parce que. Vous avez quelques modèles, Viktor Orban, et par exemple. Évidemment, pour vous, je trouve que c'est un homme qui est intéressant dans la défense des intérêts de son pays et qui arrive à défendre la souveraineté et les intérêts de la nation hongroise au sein de l'Union européenne. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est un homme tout à fait respectable. Mais je ne dis pas je veux un Hongrois français parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même tradition démocratique, nous n'avons pas la même manière de fonctionner, nous n'avons pas les mêmes institutions. À partir de là, ce serait idiot de vouloir faire des parallèles. Démocrate autoritaire, est-ce que c'est un qualificatif que vous reprendriez pour Vladimir Poutine ? C'est un démocrate ? Ce qui est sûr, c'est que déjà, la Russie est un régime autoritaire. Ça paraît tout à fait évident, puisqu'il n'y a pas les libertés, on va dire, fondamentales telles que nous les vivons et nous en bénéficions en France. La dictature, ça approche du totalitarisme. Donc si on devait rentrer dans les définitions de sciences politiques, ce ne serait pas tout à fait exact, puisqu'il n'y a pas la volonté de la part de la Russie de façonner l'homme nouveau et révolutionnaire jusque dans l'intimité et la culture. Et le fait que le pouvoir chez les dictateurs ait été pris aussi par la force, donc c'est un peu. Mais après, ce qui me dérange, si vous voulez, dans ces débats, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, on cherche à faire en sorte qu'il y ait une justification de notre part à l'égard de Vladimir Poutine. Moi, les choses soient très claires. J'ai été, quand j'étais député, membre du groupe d'amitié franco-russe. Donc j'ai été amené à me rendre en Russie, comme j'ai été amené à me rendre aux États-Unis d'ailleurs dans le cadre du CIPAC. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a pu avoir des rencontres qui ont été faites à cette occasion ou des propos tenus il y a quelques années divers et variés qu'il y a une ambiguïté sur l'attitude à avoir aujourd'hui à l'égard de la Russie. Une fois de plus, il y a une condamnation ferme qui a été faite à l'égard de la Russie. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on organise la désescalade, comment on revient à la paix, comment on défend l'intégrité de l'Ukraine et la sécurité des Ukrainiens, et comment on fait en sorte. Alors, est-ce que vous saluez la démarche d'Emmanuel Macron à Versailles, justement ? Je vais vous répondre que les éventuelles sanctions ne reviennent pas en boomerang dans la tête des Européens et des Français, avec notamment l'explosion des prix de l'énergie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, rien d'autre en fait. C'est pas de défendre Poutine ou je ne sais qui. C'est pas le sujet. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, en réunissant les 26 autour de lui, en disant il y aura davantage de sanctions si jamais la guerre se poursuit, est-ce que vous validez ces avertissements de l'Union européenne, la démarche du président de la République ? Alors, je vais vous dire, je suis extrêmement déçue qu'à travers Emmanuel Macron, la voix de la France ait malheureusement été aussi peu entendue et aussi peu efficace. On a vu un président qui a échangé avec Vladimir Poutine il y a quelques mois, quelques semaines même seulement, sans que cela n'ait abouti à grand-chose. Et on a aujourd'hui un sommet européen dont ne ressort, une fois de plus, pas grand-chose. On a le sentiment que même Israël, c'est pas leur faire offense que de dire ça, pas la tradition diplomatique de la France, arrive à jouer un rôle de médiateur plus important que la France elle-même dans le cadre de ce jeu, probablement parce que les Russes, c'est ainsi qu'ils le perçoivent, à tort ou à raison, considèrent qu'aujourd'hui la voix de la France est une voix complètement démonétisée au sein de l'OTAN. Poutine a le président de la République régulièrement au téléphone et qui souhaite ses contacts. Non, mais je veux dire, ce qui me pose une difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui un président français qui dit, et qui à l'occasion de ce sommet européen dit, je vous donne 3 exemples, il dit, parce qu'il y a au moins un sujet sur lequel Emmanuel Macron est clair,
c'est la défense du fédéralisme européen. Lui, il le dit, c'est-à-dire qu'il veut plus d'intégration européenne, il veut plus de dépenses mutuelles. Il dit « je veux une souveraineté européenne ». Très bien. Et il dit « je veux cette souveraineté européenne dans la défense notamment ». Le même jour où il dit cela et où il défend cette position, le Premier ministre néerlandais, qui est invité à l'occasion de ce sommet, qui se rend à Sciences Po pour parler de sa vision de l'autonomie stratégique, dit « la pierre angulaire de la sécurité européenne, c'est et ça restera l'OTAN, et il faut donc renforcer l'OTAN ». C'est-à-dire que la position du président français, qui se veut au cœur du jeu européen, est aujourd'hui une chimère minoritaire qui n'est entendue et souhaitée par personne. Ce serait différent avec Éric Zemmour. Et donc la conclusion, j'en suis convaincue, puisque la conclusion aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron dit cela, et dans le même temps, on a non seulement un renforcement de la jambe européenne de l'OTAN, qui reste le cœur de la sécurité européenne, donc qui n'est pas une défense autonome, et de surcroît, on voit l'accélération de l'achat de matériel américain, on l'a vu en Pologne, on est en train de le voir en Allemagne. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec complet de la volonté française. Sur Vladimir Poutine. Et j'aimerais, si vous avez l'occasion après, on parlera de l'énergie, peut-être de l'agriculture, parce que c'est deux sujets quand même importants. Parce que ça a été très discuté également. Pour continuer sur Vladimir Poutine, les images de l'attaque de la maternité de Mariupol ont énormément ému les internautes, avec des images parfois très très dures à regarder. Est-ce que vous aussi, ça vous a ému, et est-ce que vous estimez que Vladimir Poutine doit rendre des comptes devant un tribunal international? Mais comment vous pouvez me poser cette question? Comment vous pouvez imaginer que vous croyez quoi, que je me félicite en fait que non, mais est-ce que Vladimir Poutine doit être devant un tribunal international? Vous croyez que je me félicite que des maternités avec des enfants soient bombardées? Enfin, écoutez, non. Franchement, je vous dis, cette manière dont vous tournez les choses, elle est choquante. Je vous le dis franchement, elle est choquante. Voilà. Non, mais la question, c'est sur le tribunal international. Mais pardon, parce que vous insinuez à travers votre question est-ce que vous dites qu'il devrait en rendre des comptes? On entend des personnalités que des établissements de santé qui soignent des enfants et des femmes qui accouchent. Est-ce que vous estimez, comme beaucoup de personnalités politiques, qu'il devra rendre des comptes devant d'un tribunal international? Mais il y a une enquête qui a été ouverte, et si évidemment il y a un crime de guerre qui est confirmé par les spécialistes internationaux dans le cadre du droit international, il faudra qu'il soit condamné, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, plutôt que d'essayer d'attraper les uns et les autres sur leur supposé, dans un supposé procès en soumission poutinienne, ce qui serait plus intéressant pour la France, pour les Français et pour l'Europe, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les Ukrainiens retrouvent leur intégrité territoriale en faisant notamment des contre-propositions diplomatiques, comme l'a proposé M. Villepin. Je voulais y venir, mais on passe tellement de temps sur des choses accessoires que j'arrive pas à avancer. De ce qu'a pu faire par exemple, on aurait pu imaginer qu'à travers ce sommet européen, il y ait des contre-propositions qui soient faites aux exigences de Vladimir Poutine, qu'on puisse avoir quand même quelque chose pour parler, pour avancer, et pour faire en sorte qu'il y ait une désescalade. Parce que là, vu la manière dont c'est parti, si de surcroît, il y a des volontaires étrangers qui arrivent en Ukraine et des volontaires russes qui sont envoyés en Russie, on peut se retrouver face à une guérilla et une guerre totale dont on ne maîtrisera pas l'aboutissement. Il faut accepter, Marion Maréchal, que les sanctions prises contre la Russie, Vladimir Poutine, aient aussi des répercussions sur nous. Est-ce que par solidarité avec les Ukrainiens, vous évoquiez l'agriculture, l'énergie, il faut qu'on accepte, nous, Européens, et bien aussi ces effets? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on prend des sanctions, il ne faut pas se tirer une balle dans la tête. Ça, je le dis franchement. Qu'on fasse tout pour aider les Ukrainiens et pour faire reculer les Russes, oui. Mais pas au détriment des Français et des Européens, parce qu'il n'y a pas, alors je vais vous répondre très précisément, il n'y a pas de comparaison possible aujourd'hui avec les Américains. Vous savez que les Américains sont autonomes sur le plan du gaz et ne dépendent qu'à 8% du pétrole russe. Donc eux, ils font des sanctions calibrées, ils sont pas idiots, ils ne font pas à n'importe quel prix, ils n'envoient pas leur armée non plus. Hein. Donc ne soyons pas plus zélés que ne le seraient, par exemple, nos alliés américains. De ce point de vue-là, aujourd'hui, il faut dire aux Français que malheureusement, nous n'avons pas les moyens à très court terme de nous passer intégralement du gaz russe. Parce que nous n'avons pas d'alternative satisfaisante à travers le gaz naturel liquéfié notamment, qui est un gaz qui coûterait plus cher à importer, qui demande des moyens logistiques importants, même si la France en a quelques-uns, fort heureusement. Et donc il faut nous projeter dans une politique de long terme de ce point de vue-là. Et il serait complètement irresponsable de faire un embargo total du jour au lendemain, sauf à avoir un drame social absolu. Il ne faut pas chercher là une sorte de souveraineté énergétique sur ce sujet en France, peut-être même à moyen ou long terme. Si, je suis totalement d'accord avec vous. Et pour cela, déjà, il faudrait sortir
du renoncement dans lequel nous a enfermés à la fois Emmanuel Macron, Valérie Pécresse fut un temps d'ailleurs, on a revu ça, et la Commission européenne, de la diabolisation du nucléaire. On commence aujourd'hui à prendre conscience que notre indépendance, notamment sur le plan de l'électricité, passera par le nucléaire. Il faut remettre en cause le fonctionnement du marché commun de l'électricité qui oblige aujourd'hui notre fleuron EDF à vendre à ses concurrents une électricité qu'elle produit elle-même en deçà du coût qu'il devrait la vendre. Et par ailleurs, moi, c'est une position personnelle. Là, je ne sais pas si c'est la position d'Éric Zemmour. Je pense qu'on devrait peut-être reprendre aussi la question du gaz de schiste, qu'on a totalement écarté en Europe. Il faut exploiter le gaz de schiste. Je dis qu'en tout cas, je pense que c'est un sujet. Moi, c'est une position personnelle. Oui. Je crois que c'est ce qui a permis aujourd'hui aux Américains d'être autonomes, vous savez, sur le plan du gaz. Moi, je pense et je crois qu'il serait intéressant que des études soient reprises sur les explorations et sur la possibilité de pouvoir exploiter ce gaz dans des conditions écologiques les plus... Même si elles sont, on le voit aux États-unis, assez défavorables, les conséquences sont importantes. Une réaction de Marine Le Pen qui était sur BFM tout à l'heure, nos confrères, par rapport à ce que vous avez dit sur votre ralliement, elle dit que vous n'avez jamais trahi, que vous n'avez pas trahi. Je la cite, elle est de mauvaise foi, mais il faut bien qu'elle justifie son départ chez Éric Zemmour. Zemmour, c'est le candidat, je cite toujours Marine Le Pen, qui permettra le plus à Macron d'être réélu. Qu'est-ce que vous répondez? Voilà, elle dit clairement que vous êtes de mauvaise foi quand vous dites que vous n'avez pas trahi. Mais moi, désolée, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Voilà, je ne suis pas venue ici pour régler des comptes avec Marine Le Pen ou Rassemblement National. Je suis venue ici pour faire défendre des idées nationales et défendre l'intérêt de la France à cette élection présidentielle. Donc, vous ne m'embarquerez pas là-dedans. Je suis désolée. Par la voix avec Jean-Marie Le Pen qui disait vouloir vous réunir toutes les deux pour discuter de la situation. Ça ne vous regarde pas. Et votre retour en politique est définitif ou vous retournerez diriger l'ICEP à plein temps après la présidentielle? Je garderai toujours un lien avec l'ICEP parce que c'est une école qui me tient à cœur et pour lequel j'ai beaucoup œuvré et qui je crois est très utile dans le monde de l'enseignement supérieur, donc ça c'est certain, mais j'espère pouvoir œuvrer politiquement durablement, mais ça c'est les électeurs qui choisissent, c'est pas nous. Quel que soit le résultat de la présidentielle pour Éric Zemmour, vous allez continuer votre action politique à ses côtés? Ah bah oui, je le souhaite et je l'espère. Au sein de Reconquête? À l'heure actuelle, non, je viens plus en ralliement en allié qu'en ralliement, parce que j'ai profité d'une autonomie et d'une indépendance de ton et d'action pendant des années, et je ne compte pas m'en défaire du jour au lendemain. Peut-être. C'est à l'étude, mais ça n'est pas certain. C'est pas certain. Une toute dernière question, est-ce que vous envisagez un jour de vous présenter, vous, à l'élection présidentielle, Marion Maréchal? Pas du tout. À l'heure où on parle, sincèrement, j'ai autre chose à penser que de me présenter moi à l'élection présidentielle. Ça veut dire que si Éric Zemmour n'est pas élu cette fois-ci, vous souhaitez qu'il se représente en 2027? Éric Zemmour sera peut-être élu cette fois-ci. Sera peut-être élu. Merci Marion Maréchal, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.